Bertrand. Qu'est-ce que je veux de plus? Je veux Philippe Richard Bertrand, c'est tout. Comment ça va? Salut! Ça va bien, nous autres? Ouais, t'es-tu dans ton salon? C'est-tu un coussin en arrière de toi? Ou t'es-tu dans ton lit? Ouais, c'est je dois le dire, je suis dans un hôtel. C'est la meilleure façon que je peux me placer. Hey, parle-nous des PME qui se tournent vers des fournisseurs ou des clients non américains. Oui, en fait, depuis la guerre des tarifs, ce qu'on est en train de voir, c'est que les compagnies québécoises sont en train de s'organiser. Tu sais, on est très travaillants, faut pas se le cacher, hein, les entreprises québécoises sont très travaillantes. On est intenses aussi, mais ils se sont tournés vers le marché canadien. Ce qui est pas mauvais du tout parce que le commerce interprovincial, c'est pas quelque chose qui était très reluisant là, pour plein de raisons. Là, c'est toujours plus fun de vendre aux États-Unis en devise américaine. Tu comprends qu'à chaque fois que tu vends aux États-Unis en dollars américains, tu augmentes ton tarif. C'est comme si ton prix était bonifié de 30 à 40 parce que tu es payé en dollars américains. Alors, si tu as été capable de venir... Alors, peu importe ce qui arrive avec les tarifs, on se tourne vers le commerce interprovincial. Puis, c'est quand même le fun de voir que les entreprises sont capables de sortir leur épingle du jeu parce que les tarifs, pour votre information, sont là pour rester. Là, M. Trump est encore bien en selle pour plusieurs années. Ça ne changera pas. À chaque fois, même quand il court, il a perdu en Cour suprême le droit de mettre des tarifs, puis il trouve une façon d'en mettre d'autres. Ce qu'il faut faire attention, Rémi, Karima, par contre, c'est si ces entreprises québécoises-là trouvent tellement ça le fun dans l'Ouest canadien ou dans les autres provinces canadiennes et décident d'aller s'y installer. Là, ça pourrait être moins agréable parce que, tu sais, je vous en parle souvent. C'est pas un pic-pic envers le Québec, là, mais on est plus taxé au Québec. Tu sais, les charges sociales, donc à chaque dollar qu'on envoie au gouvernement, une entreprise paye en moyenne au Québec 7% de plus que nos consoeurs et confrères canadiennes, les autres provinces. Alors, si à un moment donné, puis tu sais, 7%, tu dis, ouais, c'est pas beaucoup, mais tu sais, prends 7% sur une tranche de 100 000 $, 200 000 $. Tu sais, cumulativement, c'est beaucoup d'argent selon ta masse salariale. Mais là, il faudrait pas voir des entreprises canadiennes qui trouvent ça agréable d'aller s'installer à l'extérieur. Parce que ce qu'on a de besoin au Québec, tu sais, encore une fois, là, on a besoin de PME en santé, profitables. C'est ce qui paye 67% de notre filet social au Québec est payé par ces PME-là. Complètement. Puis, mais si on regarde, parce que on nous disait quand même qu'on s'est placé dans des situations de dépendance à l'égard des États-Unis, puis en même temps, c'est un méchant gros marché, là. Tu sais, t'as plus de 350 millions de personnes, c'est quand même un gros marché. Il me semble que c'est pas suffisant, là, juste de se dire on va se tourner un peu plus vers les provinces canadiennes, là. Oui, non, je suis d'accord, mais tu sais, on peut se tourner vers l'Europe, vers l'Asie. L'Asie, ça commence à être loin, là. C'est comme si tu transportes ou du moins tu vends des trucs là-bas. Mais on n'a pas le choix, Karima, parce qu'en ce moment, le tarif américain, la guerre de tarifs fait en sorte que les Américains achètent moins de nos produits. Alors, on n'a pas le choix de diversifier notre économie. Je pense que quand tout ça va, parce que tu sais, Trump va partir un jour. Faut pas se le cacher. Il va peut-être être remplacé par moins pire ou pire, on ne sait pas. Mais si on a diversifié un peu nos sources de revenus comme entrepreneurs québécois, je pense que c'est juste très, très bon. Par contre, le Québec, des fois, est toujours un peu... tu sais, il y a eu la rencontre la semaine passée des premiers ministres canadiens, des premiers ministres des provinces canadiennes. Puis, les provinces ont fait un deal, je vais vous donner un exemple, pour l'alcool, pour qu'une bière de la Colombie-Britannique se retrouve en Ontario, puis que la bière de l'Ontario se retrouve... Qui a pas signé l'entente? Le Québec. Pourquoi on n'a pas signé l'entente? Et le Yukon. T'as oublié le Yukon. C'est ça. Mais tu sais, tu comprends? On a fait ça pour protéger la SAC. Encore une fois, puis Rémi, je t'ai entendu il y a quelques semaines avec Karima parler potentiellement de la privatisation de la SAC. Mais tu sais, il va falloir vraiment le mettre à quelque part dans la discussion. Je vous dis pas qu'il faut la privatiser, mais on peut-tu avoir la discussion? On peut-tu avoir des chiffres qui nous démontrent le privé versus le public? Parce que quand on se retire d'entente interprovinciale comme ça, ben tu comprends qu'on s'aide pas, là. On s'aide pas pantoute. Donc, tu sais, il va falloir à un moment donné, puis je pense que, tu sais, c'est rare que je parle comme ça, mais je pense que le Parti québécois a des réflexions très intelligentes. OK? J'ai commencé à lire le livre
qui a été écrit sur qu'est-ce que serait un Québec souverain. Puis, honnêtement, j'ai été très étonné. Il y a plusieurs idées qui font du bon sens. Énormément d'idées qui font du bon sens. Alors, j'espère que les privatisations vont faire partie du discours. Mais là, t'es rendu où, là? Parce qu'on s'est parlé il y a 2 semaines, puis tu le commençais, le livre, là. Je veux bien croire qu'il fait 524 pages, là. T'as l'air d'être à la chambre d'hôtel. T'es rendu à quelle page? Je te dirais que je suis rendu dans la moitié. Il a fallu que je l'imprime, hein, parce que tu peux pas l'acheter imprimé. Je l'ai fait imprimer au bureau en gros, mais je te dirais que, tu sais, je t'en avais parlé. Il y a 2 semaines, j'ai jumpé dans la pièce québécoise, parce que je voulais vraiment comprendre ce bout-là de la chose, là. Là, je suis vraiment farouchement contre ça, là, mais bon, malheureusement, le PQ n'aura pas le choix que de lancer un dollar québécois, là, tu sais. Au niveau identitaire, je le comprends, là, tu sais, philosophiquement, mais c'est une très mauvaise. Mais là, je suis rendu par rapport à l'identité, cette quête d'identité-là qu'on a dans le livre, puis je trouve ça intéressant. Je m'en cache pas, tu le sais, j'ai été un fédéraliste longtemps. Les questions identitaires québécoises m'ont jamais trop touché, dans le sens que je me suis jamais soucié de ça, mais là, je commence à m'y soucier, puis je trouve ça intéressant ce qui est dans le livre. Hey, juste un instant sur ce dont on parlait, là, la diversification des PME. L'Asie, c'est un marché qui est prisé quand même pas mal, plus que l'Union européenne. Ouais. C'est 40% de la diversification quand on regarde où est-ce que les gens se retournent. C'est beaucoup. Moi, je pensais que les Québécois, j'entends souvent des gens dire les Québécois, c'est pas des entrepreneurs, les Québécois, il y a des petits pains. Hey, franchement, on fait des affaires avec l'Asie. On fait d'affaires, ben oui, on fait beaucoup d'affaires. On a beaucoup d'entreprises de savoir qui font faire avec l'Asie. On exporte un peu moins de machinerie et de trucs comme ça. Là. C'est plus à l'inverse là, quand ça arrive. Mais tu sais, je vais donner un exemple. Moi, je suis allé au Japon. Le whisky canadien et québécois, les gins québécois, c'est le gros luxe là-bas. Là. C'est le, tu sais, d'avoir un Romeo Gin. Là, je veux pas faire de la pub pour Nicolas Duvernois, là, mais quand tu bois ça au Japon dans un bar. Tu sais que pour eux, là, t'es comme très fortuné, là, parce que, c'est très cher. C'est vraiment bizarre. Mais quand tu te promènes, moi, j'ai eu la chance d'y aller. Tu sais, des fois, tu penses que, tu sais, un petit Romeo Gin, mais quand tu prends ça là-bas, tu sais, les gens disent, oh, tu sais, cette personne-là doit avoir beaucoup d'argent, tu sais, mais c'est pas vraiment le cas. Alors, moi, je suis content de voir des produits québécois partout sur la planète, mais effectivement, l'Asie, ça semble loin, mais quand on est dans une économie de savoir, tu sais, de vendre des services, du conseil, de la technologie SaaS, ça se fait très bien, puis ça s'exporte très bien, plus que tu sais, une machinerie ou un véhicule qu'il faut amener en Asie. Philippe Richard, je serais peut-être un brin provocante, là, mais j'ai tant... Oh! Non, on se calme, là! On se calme. Non, vous allez être déçus, les gars. Fait que bref, non, mais... On va être déçus. Non, mais je vais revenir à nos entreprises. J'allais dire, est-ce que peut-être, finalement, à moyen terme, long terme, cette histoire-là avec Donald Trump, ça va pas amener peut-être du bon pour nos entreprises? C'est-à-dire qu'à court terme, c'est difficile, mais cette diversification, est-ce que ça va pas faire en sorte qu'on va conserver une part du marché des États-Unis, mais que ça peut même, je te dirais, stimuler nos entreprises de trouver d'autres clients à l'extérieur, puis de finalement d'être peut-être à moyen terme, plus long terme, moins vulnérables en étant juste, là, comme on dit, branchés sur le marché américain? Ben, c'est sûr que, tu sais, d'avoir la possibilité de vendre dans d'autres territoires, quand tu avais un territoire qui était les États-Unis qui marchait très, très bien, tu sais, de vouloir essayer de dire, bon, je vais essayer quoi de nouveau, ça te tente pas. Là, le choc a été brutal pour certains avec le retour de M. Trump. Mais là, ceux qui sont capables de percer, tu sais, je vais vous prendre un exemple. Moi, le terreau était assez fertile dans mon domaine pour rester au Québec. Mais on a décidé d'aller dans le Canada anglais. Et à cause de ce qui se passe aux États-Unis, les compagnies canadiennes enlèvent de la technologie américaine pour la remplacer par de la technologie canadienne québécoise. Alors moi, ça a été extrêmement bénéfique. Sauf que si j'écoutais mes investisseurs il y a un an, disons un an avant l'arrivée de M. Trump, ce qu'ils me disaient, c'était va aux États-Unis, va aux États-Unis. Tu sais, ça revenait pratiquement à tous les semaines. Mais aujourd'hui, d'aller au Canada anglais, à Calgary, à Vancouver, c'est extrêmement bien vu, puis ça diversifie ma propre clientèle. Mais ça n'aurait pas été un chemin naturel, mais c'est quelque chose, Karima, qui va rester après. Tu sais, ton client qui t'a bien servi à l'extérieur ou peu importe, là, au Yukon, etc., va rester ton client. Cette diversification-là, là, elle est excellente pour les années à venir. Puis,
tu poseras la question à n'importe quel entrepreneur, clientèle diversifiée veut dire que tu es moins à risque par rapport aux soubresauts de l'économie. OK? Alors ça, je trouve que c'est agréable. Puis tu sais, au Québec, là, c'est une affaire que je peux dire, c'est qu'on a des entreprises résilientes. Là, tu sais. On rame en tabarouette dans nos canaux, puis je pense que ça va avoir effectivement que du bon, malgré la difficulté à laquelle certains vont avoir passé à travers. Philippe Richard, la semaine dernière, on a appris que le mandat de la présidente d'Investissement Québec était renouvelé. Puis ça a un peu fait jaser du monde parce qu'on s'est dit, coudonc, elle a quelle légitimité elle a, Christine Fréchette, de prendre cette décision-là? Ça aurait dû être au prochain premier ministre de faire ça ou à la prochaine première ministre si c'est elle à nouveau. Par contre, Bernard Drinville, il a jeté la serviette sur un dossier, c'est celui du développement du gaz renouvelable. C'est un communiqué là, qui date du 16 juillet où on apprend que on n'a plus d'énergie pour ça, là. Non, mais c'est ça. En fait, le gouvernement du Québec, ce qu'il voulait faire, c'est de forcer Énergir à prendre 10% en source d'approvisionnement dans ce qu'on appelle le GSR, donc gaz de source renouvelable, biométhanisation, etc. OK? Jusque-là, ça va très, très bien, sauf que ça coûte plus cher. OK? Puis il y a un énorme problème d'approvisionnement. Donc, ce qu'on est obligé de faire, c'est qu'on est obligé de s'approvisionner à l'extérieur du Québec de ce gaz-là. Puis en plus, il coûte plus cher. Puis comme il coûte plus cher, le gouvernement du Québec voulait mettre genre une taxe de normalisation. Ils ont appelé ça là, une taxe sociale. Tu sais, imagine, il faut arrêter de dire qu'on est une province socialiste. Là, pour votre information, ça fait peur à tout le monde. Mais ça s'appelle la taxe de la socialisation. Il faut le faire quand même. Mais bon, alors, là, il recule parce que c'est impossible à faire. C'est un autre patente à gosse, OK, que le gouvernement du Québec de la CAQ a voulu mettre en place puis qui est en train de s'effondrer. Alors là, tu comprends que il pousse ça au prochain gouvernement parce que le prochain gouvernement va démanteler toute cette idée-là. C'est pas que le GSR n'est pas une bonne source, c'est pas qu'il faut aller dans cette direction-là. C'est pas, au même titre, je vais faire un comparable. Quand le gouvernement du Québec avait dit à une certaine époque qu'il fallait 1 million de véhicules électriques sur les routes, ça n'a que du bon. Mais on a oublié de réfléchir, est-ce que le réseau électrique peut supporter 1 million de véhicules? Parce que tu comprends, tu amènes la problématique ailleurs après, là. Mm-hmm. Alors, c'était la même affaire. Dans le GSR, est-ce que les clients de gaz sont prêts à payer plus cher? Sont-ils prêts, eux, à avoir une taxe de socialisation en pleine crise économique, en guerre de tarifs? Mais semble que c'est pas le bon moment pour mettre ça en place. Alors, c'est un peu ça qui est arrivé. Mais tu sais, c'est juste plate de voir, tu sais, le nouveau gouvernement de la CAQ renie tout ce que l'ancien gouvernement de la CAQ. Tu regarderas Mme Fréchette et M. Drainville, ce qu'ils font. C'est pas la CAQ, c'est le gouvernement de Legault. C'est le gouvernement de Pierre Fitzgibbon. C'est comme ça qu'ils parlent. Mais tu sais, c'est le même parti, là. Il était à la table. Oui. Il était ces gens-là à la table de décision. Tu sais, c'est ce qui m'a stupéfait. Eux, ils pensent que le Québécois moyen, on est tata, là, qu'on sait pas ça, qu'ils étaient à la table, tous ces gens-là, de chevaliers. Moi, j'appelle ça la table des chevaliers, là. Ils étaient tous là, mais que là, c'est très, très différent, mais c'est le même monde. Mm-hmm. Tu sais, des fois. Des fois, comme tu dis. Mais je veux t'entendre sur la stratégie plus globale, justement, là, du gouvernement en ce moment. Puis là, on s'en va en élection. On a l'impression qu'il y a une espèce de course vers, tu sais, un peu comme dans le temps, la course vers l'ouest là, pour aller chercher de l'or. Là. On est comme dans un momentum énergétique. Mark Carney qui annonce ses projets, puis là, les pipelines dans l'ouest canadien. Puis on veut nous faire passer ça peut-être éventuellement sur le territoire. On verra. La stratégie du Québec par rapport à ça, que ce soit avec le gaz, dit le développement de ce gaz renouvelable, l'hydroélectricité, les pipelines, toi, t'en penses quoi de cette stratégie? Bien, je pense que, bon, je vais le traiter de deux façons rapides, mais la première, c'est qu'il faut bien sûr améliorer notre réseau. Il faut qu'Hydro-Québec mette de l'argent dans la continuation et l'amélioration de son réseau. Il faut faire de la réfection de nos barrages pour qu'ils produisent plus d'énergie. Il faut aller dans l'éolien. Je pense que Hydro-Québec est dans la bonne direction. J'ai un doute à savoir comment ils vont réussir leur ambition de plan qui va coûter 100 milliards. Bon, ça, personne nous a démontré où ils vont prendre le 200 milliards. Alors ça, j'ai une inquiétude là-dessus parce que généralement, ils vont le chercher sur le dos des consommateurs après.
Donc, consommateurs étant nous, là, moi et vous, là, on va avoir... C'est utopique de penser que notre facture d'électricité n'augmentera pas. Alors ça, c'est une chose. Par rapport au pipeline, il a été démontré depuis plusieurs années, puis je ne suis pas pro-gaz, pro-pétrole, je vais juste dire qu'il a été démontré depuis plusieurs années qu'on a des sources importantes, que ce soit de pétrole. Là. On a du pétrole au Québec et on a du gaz, puis on a pris une décision dans les années 80 pour plein de raisons de ne pas en bénéficier, de l'exploiter. Et je pense qu'aujourd'hui, ça vient nous hanter dans le sens que je comprends qu'il y a de très graves enjeux par rapport à l'environnement, mais est-ce qu'on veut être une province qui a les moyens de ses ambitions et de maintenir son filet social, ou on veut rester une province? Puis je le dis, j'en riais il y a quelques mois, mais toute ma philosophie par rapport à ça est en train de changer, mais c'est triste que le Québec, on soit une province pauvre. Parce que dans les faits, on est une province pauvre. Puis on a aucune raison d'être une province pauvre parce qu'on a des agriculteurs extraordinaires, des entrepreneurs extraordinaires, on a du gaz. Mais tu sais que là, tu vas quand même faire bondir ben des gens, là, province pauvre, là, c'est... Je pense qu'à un moment donné, ça dépend aussi sous quelle lorgnette tu regardes ça, là. C'est quoi ton indicateur quand tu dis ça? Ben, province pauvre, on est moins productif, on a moins de revenus per capita, on n'est pas dans le haut de la courbe des choses, là, on est 5e au Canada en termes de revenus, puis contre des provinces, là, honnêtement, on est en arrière, des territoires. On est devant Terre-Neuve? Ouais, mais tu okay. On est-tu devant l'île du Prince-Édouard, au moins? Oui, non, l'île du Prince-Édouard est une des dernières provinces canadiennes. Puis on est-tu devant le Yukon? On est-tu devant le Yukon? Ah ben, fait que là, t'es rendu où dans tes pages du livre bleu, là? T'es peut-être pas rendu à la bonne place encore, c'est ça l'affaire? Ah, ça se peut, non, mais encore une fois, c'est pas méchant envers le peuple québécois, ce que je dis. Tu sais, moi, puis j'en parle souvent, là, j'avais eu à un moment donné, à une certaine époque, une relation un peu bizarre avec l'alcool, j'ai corrigé ça, puis il a fallu que je me regarde dans le miroir. Et je pense qu'au Québec, on est rendu à se regarder dans le miroir, tirer une ligne dans le sable et dire qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le sort de... Moi, j'ai pas de problème pour les problèmes, le filet social. J'ai pas de problème à payer mes impôts. J'ai un problème quand la province d'à côté en paye moins que moi. J'ai un problème quand on est ceux qui touchent le plus de péréquation dans le même pays. Mais ça aussi, on peut ouvrir le débat sur la péréquation, puis où est-ce qu'on met notre argent, puis où vont les subventions. Tu sais, à un moment donné, le calcul, des fois, c'est facile de dire on vous envoie comme si c'était un chèque de bien-être social pour le Québec. Tu sais, je pense que dans le calcul, des fois, c'est un peu plus complexe que ça, puis on a intériorisé que sinon, on est des pauvres sans dessin qui ne peuvent pas fonctionner seuls. Il faut faire attention aussi dans ce calcul-là, je pense. Philippe Richard. La personne qui explique le mieux que je connais de ma vie, puis c'est pas quelqu'un que je connais, là, mais M. Hossante, qui a déjà été en politique québécoise, a fait une vidéo qui se trouve très facilement. C'est la meilleure explication que j'ai entendue de ma vie de la péréquation. Honnêtement, là, aux auditeurs, allez trouver ça, là. C'est extraordinaire parce que ça ramène ça sur le... Tiens, on l'invitera avec toi, puis on en jasera. Un bon débat. Merci, Philippe Richard Bertrand. Bonne sieste là, en arrière dans ta chambre d'hôtel. Bye-bye. Salut.